Donc nous allons vous présenter un roman graphique ou une sorte d'ovni dans l'édition de la science-fiction française qui est Un an dans les airs, une œuvre collective produite à 5 mains, 10 mains, et il nous en manque 2 aujourd'hui, mais je vais quand même le présenter. Alors aujourd'hui, pour présenter ce travail que j'exposerai ensuite, nous avons avec nous 5 références de l'anticipation à peu près du 19e siècle, c'est-à-dire que nous avons avec nous tout à ma gauche dessinateur, illustrateur, qui a notamment travaillé sur Kadat et qui a également fait des bandes dessinées, comme Showman, c'est ça? Showman Killer, oui. Voilà, Showman Killer, pardon. Et Torrent aux humanoïdes associés. Ouais. Voilà, aux humanoïdes associés, merci. Jana Debatz, écrivain, anthologiste, auteur notamment de Plaguears et du cycle de Navarre, un vampire particulièrement pansexuel. À ma gauche, de Raphaël Granier de Cassagnac, qui est physicien des particules, mais ça n'a rien à voir. Qui est écrivain, qui a écrit notamment Eternity Incorporated et dirigé plusieurs beaux livres de ce genre. Donc j'évoquais Kadat, Abîme, et donc c'est lui qui a coordonné le travail pour Un an dans les airs. Et donc le deuxième Raphaël, qui est peut-être le premier d'ailleurs, Raphaël Albert, écrivain, notamment pour les extraordinaires aventures de Silvo Sylvain. Et le dernier intervenant, les fantastiques. Ah, j'ai marqué les extraordinaires. Non, c'est les deux. Ah d'accord, c'est extraordinaire et fantastique. D'accord. Bon. Et donc celui qui nous manque, mais notablement n'est pas dépeuplé pour autant, c'est Johan Elliott ou Elio, j'ai jamais su. Johan Elliott, qui donc a adopté le rôle de Jules Verne. Alors, comme vous pouvez le voir donc, à travers les images, les illustrations de Nicolas Fructus qui défilent à l'écran, l'ambiance d'Un an dans les airs, c'est clairement un 19e siècle, qui est le 19e siècle de Jules Verne, mais pas seulement, mais en tout cas, on y retrouve la patte des illustrations, les illustrations des voyages extraordinaires. Et pour cause, c'est un voyage extraordinaire, le seul voyage extraordinaire vécu par Jules Verne. Et en compagnie d'autres individus. Et pour cette œuvre, quand il s'agit de la présenter, on hésite un petit peu entre finalement un texte écrit à 8 mains ou une série d'illustrations animées par l'esprit de plusieurs écrivains. Bon, c'est un peu tout en même temps, évidemment. Mais donc, ce voyage extraordinaire, je ne vais pas le présenter plus avant, c'est un grand moment vécu par plusieurs figures importantes qui sont là, animées dans ce qui n'est pas exactement une uchronie, nous y reviendrons, qui tient plutôt l'histoire secrète, qui réunit Jules Verne, Nadar, celui qui a été le collaborateur plus ou moins de Jules Verne, qui est André Laurie, enfin on le connaît sous d'autres noms, mais André Laurie est un des plus connus, et également un personnage tout à fait fictif qui est celui de Julie Servadac, inspiré évidemment par le personnage, inspiré par plusieurs personnages, je vous laisserai y revenir, et donc illustré par le frère injustement méconnu de Nadar, Adrien Nadar. Voilà. Si ça s'appelle Un an dans les airs, c'est parce qu'il s'agit de raconter un voyage dans l'espace, dans les espaces supérieurs aériens de notre globe, dans une gigantesque cité volante qui a pour nom Célestère
qui est aussi appelé Zif de Zil en Volapük, où Jules Verne, entre autres, se trouve embarqué. Voilà. Et donc, entre observation ethnologique sur la cité, sur ce qu'elle observe, et les aventures romanesques, la lecture des différents journaux des personnages révèle les mystères d'une entreprise technique qui a été jusqu'ici dissimulée. Donc créer une ville entière flottant dans les airs. Alors, je vais diriger maintenant les questions vers nos intervenants. En premier lieu, puisque c'est quand même un projet assez particulier, j'aimerais revenir d'abord sur la genèse du projet. Donc, quelles étaient les ambitions, la méthode? Donc, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez faire? Est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles qui sont arrivées en cours de route? Voilà, et éventuellement en présentant également, plus que je ne l'ai fait, les différents personnages et vos liens. Pourquoi avez-vous choisi ces identités? Qu'est-ce qu'elles vous permettaient de faire? Voilà, premier champ de questions, et après, quiconque veut la parole peut la prendre. Je vais peut-être démarrer, parce que... Donc, comme tu l'as dit, c'est le troisième, en fait, un peu sur ce même modèle, même si les trois sont assez différents. Il y a eu Abîme, Kadat et celui-là, donc on avait déjà l'idée et l'habitude de travailler à plusieurs pour s'emparer comme ça de l'imaginaire d'un auteur. Donc c'était Mathieu Gabory pour le premier, Lovecraft pour le deuxième et Jules Verne pour le troisième, celui dont on parle. Donc il y avait déjà une base de travail qui existait. L'idée que j'ai toujours soutenue dans la création de cette chose-là, c'est vraiment de laisser les intervenants s'emparer de ce qui les intéresse le plus chez l'auteur concerné, de cracher ce qui les émeut le plus, de faire un texte qui en principe au départ est assez indépendant des autres. C'était très vrai pour Kadat, ça allait un peu moins pour Un an dans les airs, puisque à cause de l'unité temporelle que tu mentionnais, ça se passe pendant un an. Nos personnages ne peuvent pas évoluer n'importe comment, ils ont des dates rendez-vous, ils sont obligés de se joindre. Donc on était assez liés les uns aux autres, au moins par la trame temporelle de ce récit-là. Et puis, donc une fois les textes et les images produites, mettre tout ensemble. Et bon, tu l'as déjà un petit peu avancé. Et en mettant tout ensemble, il y a des choses nouvelles qui surgissent évidemment, des choses inattendues, des résonances d'illustrations de Nicolas sur des textes de Jeanne, ou ce genre de choses-là. Donc c'est ça un peu la genèse, c'est un peu ça. Il y a vraiment dans le principe de départ, de ne pas faire un projet très défini dès le départ, de laisser vraiment les différents acteurs à évoluer à leur façon, amener leur préférence sur l'auteur qu'on regarde et ensuite de tout mettre ensemble. Et pour l'anecdote, on ne s'est jamais tous vus en fait. J'espérais qu'on se voit aujourd'hui puisque Johan était invité et il n'est pas venu. Donc on n'a jamais eu de réunion tous ensemble pour coordonner l'ensemble du projet. Ça s'est fait par mailing-list interposé et sans forcément un trafic abondant. Et est-ce que vous suiviez tous ce que faisait chacun en permanence, ou est-ce qu'il y avait des relations particulières à certains moments entre certains d'entre vous, selon les conditions? Parce que les personnages sont souvent séparés en fait. Ils sont séparés, ils voient des choses différentes, ils arrivent parfois à se rejoindre, voilà. Et tous n'ont pas les buts qu'ils ont avoués au départ. Donc, est-ce que tout était ouvert au moment de la création, ou est-ce qu'il y avait des mini-groupes de travail selon des moments? En fait, c'est Raphaël qui a commencé. Il nous a balancé une première lettre de Nadar qui était écrite dans un tel ton que ça nous a tous assommés. Parce que c'était dans un style 19e totalement assumé, parfait. On le savait, il avait compilé la correspondance de Nadar et du coup, il reprenait tout à fait son ton. Du coup, j'ai l'impression que c'est toi qui a ouvert l'histoire, qu'il a commencé, et on a embrayé derrière en répondant à cette lettre en fait. Et au final, on recevait les textes les uns des autres et on essayait de coller à ceux qu'on avait déjà lus. Donc l'histoire s'est construite essentiellement par mail. Qu'est-ce que tu en penses? Merci d'abord. Pardon. Oui, c'est assez juste. Il y a eu des moments aussi où on se retrouvait un petit peu certains personnages, notamment Julie et Nadar, qui devaient un petit peu accorder leur violon sur la façon dont les choses s'étaient passées entre eux. Il y a eu aussi Julie avec Jules Verne, où pareil, il a fallu accorder un peu les violons parce que... Oui, parce que Julie Servadac, brise un peu, enfin, brise pas les cœurs exactement, mais en tout cas, elle... Si, un peu. Si, j'ai brisé le cœur de Nadar. J'en ai fait des petits bouts, c'était merveilleux. Oui, mais Jules Verne me semble avoir mieux encaissé la chose. Mais il n'a pas eu le temps de conclure, donc du coup, il a beaucoup moins souffert en fait.
Mais alors présentons avait justement l'habitude. peut-être par exemple ce personnage de Julie Servadac, parce que c'est le seul personnage qui n'est pas de base réel, me semble-t-il. C'est le seul personnage fictif. Voilà, totalement. J'ai eu un Je sais problème pas. avec ça parce Non, mais- qu'au départ, je voulais choisir une femme scientifique de ce temps. Et en fait, il n'y en avait aucune qui pouvait être dans Célestère, enfin qui m'intéressait en tout cas. Notamment Ada Lovelace, j'avais vraiment envie que ce soit elle. Et puis, non, elle meurt avant ou après, je ne me rappelle plus. Et elle est vraiment très vieille, donc pour une aventurière, c'est un peu cataclysmique comme idée. Donc du coup, l'idée de faire une femme de fiction m'est apparue très vite. Et ça m'a beaucoup libérée en fait, personnellement, dans la création du personnage. Du coup, j'ai pris des personnages de Verne et j'en ai fait une femme idéale, selon moi, pas vraiment selon Verne. Et qui devient une inspiration. Enfin, vous avez de ce point de vue-là documenté à chaque fois, de façon très précise, la rencontre entre votre environnement fictionnel et la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas voilà. Mais en fait, c'est né de la nécessité du projet. Autant pour Gabory et Lovecraft, on pouvait identifier un lieu clair dans lequel inscrire une histoire qui parlerait à la fois de l'auteur et de l'univers. Là, pour Jules Verne, c'est pas possible parce qu'il y a des villes dans Jules Verne, il y a l'île à Hélice, il y a dans Les 500 millions de la Bégone, mais c'est pas lui qui l'a écrit, on y reviendra peut-être. Il y a des lieux, mais on ne peut pas y mettre tout Jules Verne dans ces lieux-là. À chaque fois, c'est assez spécifique. Donc, en réfléchissant sur le projet, on est arrivé à cette idée qu'il fallait mettre en un seul endroit une grande partie des œuvres de Jules Verne. Et donc, en le mettant dans un endroit qu'on prétend être réel, nécessairement, tout ce qui se passe dans cet endroit-là sert d'inspiration après à l'œuvre de Jules Verne. Donc, le personnage de Jules Servadac, par exemple, est inspiré par 2 ou 3 personnages de Jules Verne bien précis. Et on fait, comme je le disais, on fait à chaque personnage ou à chaque endroit que Jules Verne croise dans Célestère, on fait répondre les œuvres de Jules Verne. Mais c'est en fait dans l'autre sens ce qui s'est passé. On a inventé Célestère pour pouvoir y mettre toutes les œuvres de Jules Verne. Ouais, il y a un jeu de miroir que j'ai beaucoup aimé moi dans le principe. Je trouve ça chouette d'imaginer qu'en fait, nous on s'inspire des personnages de Jules Verne pour inventer des personnages fictifs qui en retour sont censés avoir inspiré Jules Verne pour créer ces personnages eux-mêmes fictifs. Ouais, tout à fait. Et puis même dans le dessin, il y a semaine chassé croisée. C'est-à-dire qu'au départ, à l'origine du projet, c'est aussi 2-3 discussions avec Raphaël pour savoir comment on pouvait s'orienter l'ouvrage et quel était son écosystème, sa viabilité et sa logique. Une fois qu'il y a eu cette logique, il y a eu l'écriture des textes. Et encore, une fois qu'il y a eu l'écriture des textes, enfin des premières moutures des textes, il y a eu aussi les premières vagues de dessins qui permettent de rebondir après mutuellement. Donc c'est ce chassé-croisé qui est intéressant. Et en plus, qui est d'autant plus intéressant qu'il s'inscrit dans la nature de l'écriture de chacune des personnes qui a pu le faire. Par exemple, je sais que pour Jeanne, j'ai jamais eu de problème pour me représenter ce que j'avais à dessiner. C'est tombé tout de suite. Moi, généralement, je vais éplucher le texte et je commence par tout souligner en me disant ça je dessine, ça je dessine, ça je dessine, ça je dessine. T'as oublié le lustre là. Mais il y a quand même le... si. Mais Tout alors, va bien, t'inquiète pas. Justement, de ce point de vue-là, tant qu'on est dans la partie historique, et puis après on abordera plus précisément la création de cette cité volante, pour les portraits, les différents portraits qu'on voit défiler, est-ce que ce sont des portraits, disons, inspirés de photos ou de portraits d'époque? Oui, alors, pour la petite histoire, déjà l'année dernière, j'avais exposé une série de 15 montages de plaques photos. En fait, moi je collectionne les plaques photographiques du 19e. Donc j'ai en gros, sur cette période-là, et puis ma femme travaille dans l'antiquité photographique, donc elle a pas mal de cartes de visite, ce qu'on appelle les cartes de visite, les cartes cabinet. C'était toutes ces cartes photos que l'on faisait qui étaient soit intégrées aux albums de famille, soit qui étaient données en rendez-vous professionnel, donc comme les cartes de visite aujourd'hui. Et ça a été l'une des premières bases, c'est-à-dire qu'on a fait, j'ai commencé par une sélection par exemple sur cette photo-là, ça c'est 4 personnages qui apparaissent sur des cartes de visite, des photos, différentes photos du 19e. Après, on a fait un premier tri un peu avec tout le monde. J'avais mis en ligne toute la série des portraits. Chacun avait plus ou moins choisi ce vers quoi il pensait s'orienter.
Et après, on a affiné aussi personnage par personnage pour savoir qui était qui à partir de ces 100, 120 personnes. Et suite à ça, moi j'ai refait encore, j'ai retrafiqué encore les images, soit pour recoller à ce qui était demandé, soit pour inventer d'autres choses pour m'amuser. Mais oui, il y a un fond réel de photographie qui vont de 1860 à 1880 en gros. Donc un grand travail documentaire dans l'ensemble. Mais venons-en à ce qui motive, je pense, le plus la lecture. C'est pas tellement forcément l'aspect documentaire, c'est cette idée d'une cité volante rendue extrêmement cohérente et qui abrite en même temps une sorte d'utopie scientifique. Alors, est-ce que, d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique ou d'un point de vue politique, est-ce que vous voulez commencer à présenter Célestère ? Par le bout que vous voulez. En tout cas, on a énormément réfléchi à la façon dont elle allait fonctionner déjà, être habitable. On a réfléchi aux costumes, aux moyens de chauffage, quels seraient les systèmes de voyage. Je me souviens de Nicolas en train de dessiner le petit train sur les nappes du restaurant. On a eu des exigences de décor aussi, qui impliquaient... Alors, par exemple, un lustre de plusieurs tonnes auquel je tenais beaucoup parce que j'adore les pampilles en cristal et j'en voulais dans la salle de bal. Je voulais un truc monstrueux qui existe et qui se trouve en Turquie. Voilà le petit train là, les automotives, non c'est pas ça? Voilà, là on a le petit train, oui. C'est ça, c'est les automotives. Et alors, ça, attends, oui. Ça impliquait des contraintes techniques pour la salle de bal, par exemple, ce truc monstrueux de plusieurs tonnes, que Nicolas était obligé de traiter et d'inventer. Au départ, on devait avoir aussi une tour ascenseur dans lequel le maître de la cité mystérieux habitait. Il fallait à la fois coller le lustre et la tour au même endroit. Et l'orgue. Voilà, et c'est le maître et l'orgue. Que des choses utiles. Et du coup, nous avons réfléchi de façon architecturale et technique à la façon dont le maître ballon allait s'agencer pour supporter tout ce poids. Mais alors justement, comment faire voler au XIXe siècle une ville entière? Quelles ont été les solutions techniques retenues? C'est pas possible. C'est le pouvoir de l'imagination. Alors voilà, donc déjà c'est le pouvoir de l'imagination, mais donc à quoi ça ressemble? J'aimerais qu'on ait une idée un peu plus concrète de cette réalité. On parle de ballon, on parle de tout, mais allez-y, donnez-nous une idée. On a hésité entre plusieurs schémas et je pense que, d'ailleurs, caché dans l'ouvrage, il y a une première version de Célestère qui ressemble à une méduse. D'ailleurs, là, on voit mon lustre. Voilà. Et au final, en réfléchissant, je pense essentiellement avec Nicolas, on s'est rabattu sur une vision assez de Jules Verne, mais du début de Jules Verne, de ballon en fait. Même si sur la fin de assez tôt, en fait, Jules Verne a complètement dénigré les ballons et était persuadé que ce qui volerait, c'est le plus lourd que l'air, les futurs avions et tout ça. Mais comme il y a 5 semaines en ballon, tout ça, on s'est réfugié sur une collection de ballons reliés les uns aux autres, plutôt que sur quelque chose de plus technologique qui, de mon regard à moi, aurait paru moins probable. Oui, carrément moins. Enfin, on avait pas mal discuté, puis il y a eu des développements, il y a eu quelques esquisses comme ça, et ça marche pas, effectivement. Ça fait des sortes de superstructures, on est plus dans dans des gros vaisseaux, dans le gros vaisseau que dans une vision du 19e siècle. Ouais. Une collection de ballons, si on enlève l'orgue, le lustre, ça peut marcher. Oui, mais ça aurait été dommage. À la base, ça devait quand même être un truc steampunk, et à l'arrivée, c'est un truc vernien, et c'est bien. Il y a quand même de la steam, hein. Il y a la salle des machines, il y a plein de vapeur. Mais pas beaucoup de punk. Oui, il n'y a pas beaucoup de punk. punk. Mais justement, effectivement, alors je rebondis sur ça, et puis on reviendra sur Célestère. Donc justement, est-ce que, de loin, on peut penser à du steampunk? On peut penser à une uchronie, on peut penser à toutes sortes de choses. Qu'avez-vous voulu faire et qu'avez-vous fait exactement? Et voilà, dans quelle mesure est-ce que ici les amateurs de steampunk, de rétro-futur trouveront leur compte? À l'origine, ça devait vraiment être un truc steampunk, on était parti là-dessus, et puis en fait, on a vite dérivé sur tout à fait autre chose. En fait, ça s'est fait plutôt naturellement, je trouve. Il n'y a pas eu de... Plus on s'est plongé dans l'œuvre de Verne, plus on se rend compte que le steampunk actuel est en rupture assez forte en fait avec les images qu'il y a dans l'œuvre de Verne. Donc à la fin, je pense que c'est plus un hommage à Jules Verne.
ça aurait quasiment pu être écrit à cette époque-là, alors que le steampunk n'aurait pas pu être écrit à cette époque-là par définition, puisqu'on y était encore. De toute façon, ça fonctionne comme un roman de Jules Verne avec l'invention extraordinaire qui disparaît à la fin et qui ne change pas. On voit une image de la cité là en coupe. Qui ne change pas la fin du monde après sa qui ne change pas le monde après sa disparition. Il n'y a plus personne qui va utiliser le Nautilus après la disparition de Nemo. Oui, on est clairement dans l'anticipation dans le présent dont parle Gérard Klein, c'est-à-dire l'idée de cette chose qui anticipe à l'époque et qui disparaît après sans laisser de traces. Justement, oui, sur Verne, lui, pour son époque, c'était de l'anticipation. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens profondément. C'est vraiment la prise en main d'un élément qui va décaler et qui permet de voir le monde, de voir les applications autour de cette chose qui est un peu décalée, pour voir comment tout ça évolue. Bon, et là, le principe d'un an dans le désert est assez similaire en fait. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve pas ça steampunk dans ce sens-là. C'est plus la volonté de revenir à un décalage et de dire, bah voilà, avec ce décalage, qu'est-ce qui se passe? Et on est en 1870, point barre. Il n'y a pas, d'autre décalage supplémentaire. Et vous avez quand même réuni toute une collection d'individus. Et alors dans la question de la merveille scientifique, je pense au rôle joué par l'électricité qui, à la même époque, et vous le soulignez à plusieurs reprises, joue un rôle important pour le Nautilus dans 20 milieux sous les mers, qui publié à peu près à cette époque-là. D'ailleurs, il le termine depuis... Il le corrige depuis Célestère. Ouais, il le corrige depuis Célestère, donc c'est simultané. Mais l'électricité joue effectivement un grand rôle. Et je pense notamment au personnage de Nikola Tesla, qui est présent ici, alors qui est encore jeune et qui fait ses premières armes à ce moment-là. Il a 11 ans dans l'histoire. Tout à fait, mais qui est déjà, qui a déjà une compréhension importante. Donc, vous êtes de ce point de vue-là amusé à faire intervenir toute une série de personnages qui évidemment ne se sont jamais rencontrés, mais dans une histoire secrète qui permet de les mettre en valeur et en même temps qui rend hommage à un certain nombre de figures parfois oubliées. Alors Tesla est connu, mais d'autres le sont moins. Sans compter qu'on fait de Tesla l'élève totalement subjugué de Robur le Conquérant, donc... voilà, car le capitaine c'est Robur. Je suis pas sûr. Non, on n'est pas sûr en fait, on n'est pas sûr. Mais Robur, oui, non, après c'est des lectures. Oui, il y a toute une série de mystères. Il y a 2-3 grandes figures de l'œuvre de Jules Verne qui se sont imposées, quoi. Nemo, Robur, Saraceno aussi, mine de rien, qui n'est pas une grande figure, mais qui prend pas mal de place. Il y a un Phileas Fogg aussi. Il y a Phileas Fogg aussi. Et il y a l'ombre tutélaire du Quaugère en Magellanie, qui est le père adoptif de Julie, et qui en fait manœuvre en douce et en coulisses depuis la Terre. Mais alors, maintenant, donc, nous avons un lieu qui fonctionne plus ou moins à l'imagination, mais qui fonctionne, et qui emmène des figures diverses, on les a évoquées, qui ont pour particularité d'être quasiment tous des savants en devenir, et en tout cas des gens des érudits, c'est pas forcément des savants techniques, mais ce sont des gens, des intellectuels, ce qu'on appellerait après des intellectuels, qui se sont réunis dans une espèce d'utopie scientifique. Est-ce que vous voulez présenter un peu cette utopie scientifique, ces principes? Oui, elle vient en réponse à la montée des nationalismes qui est très très forte à cette époque-là, qui amène à la guerre de 70, qui est une conséquence de Célestère d'ailleurs quasiment. Donc c'est en termes d'époque, ça vient, je pense, au bon moment. Et c'est l'idée, oui, que des scientifiques auraient voulu s'affranchir du poids des nations pour réfléchir librement à des modèles. Alors à leur science elle-même, ils mènent des expériences dans Célestère, des expériences scientifiques, en particulier sur le vol des aéroplanes par exemple, mais aussi et surtout sur une expérience sociale différente, donc à petite échelle, puisqu'ils ne sont pas très nombreux là-haut, mais d'essayer de casser les codes sociaux de l'époque. Donc, comme je disais, en réaction, je pense, au nationalisme ambiant de cette époque, et en rupture totale avec la société. Par exemple, le personnage que j'incarne, à un moment, va voir le maire en lui demandant « je voudrais me marier », et puis il le regarde comme ça, mais ça n'existe plus le mariage, de quoi tu parles? Et d'ailleurs, je constate de ce point de vue-là que c'était l'occasion de réfléchir à des manières d'intégrer dans cette structure de ballon différents instruments des laboratoires. On a vu là, on voit un liposcope par exemple. Donc, ça a été aussi l'occasion de reprendre des objets techniques
de l'époque et de les intégrer à cette structure. Oui. D'autant plus que ça, c'est souvent un jeu, moi, qui m'amuse pas mal, parce que par ailleurs, je travaille aussi sur un jeu qui s'appelle Timeline, qui est un petit jeu en fait où j'ai eu à illustrer toutes les inventions. Ce sont des inventions à placer chronologiquement. Et généralement, Jean de travail me demande à revenir sur toute l'invention, à relire toutes les fiches techniques, à tout croiser. Et quand on a commencé le Jules Verne, j'ai commencé à faire pareil. Et c'est vrai que je suis tombé sur des prototypes d'hélicoptères photographiés par Nadar, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui viennent, qui finalement coulent plus sous le sens qu'on ne le pense. Il y a beaucoup plus de choses. Ça pourrait être même encore plus technologique, à tel point que je ne pense pas que ça ait été crédible de le présenter comme ça. Vraiment. Parce que en 1870, il y a encore plus que tout ce qu'il y a là. Vraiment. Oui, et donc là, on retrouve le souci documentaire qui est à la base de la... Mais alors, par exemple, cette armure là, cette armure électrique, c'est peut-être un petit peu... Je suis pas sûr qu'il y ait eu de ce genre d'électronautes, je ne sais quoi. Non, mais il y a eu pas mal de choses approchantes, même en scaphandres intégraux sous-marins. Voilà, on retrouve le modèle du scaphandre. Et généralement, il y a beaucoup de choses que l'on prête, soit au cycle des Lumières, soit au 19e siècle, et qui remontent même parfois à la Renaissance. Donc bon, pas pour les scaphandres, mais quoique. Mais si, oui, voilà. Il y a le modèle de la boule électrique qui est copié à peu près sur un appareil de Tesla Oui, aussi, il me semble. Alors, je l'avais inventé au départ, mais le modèle que tu as choisi à la fin, c'était celui de Tesla. Niveau technologique, moi je dirais qu'on a juste, on a pris à peu près l'état des lieux de la science à l'époque, à peu de choses près. Les puristes nous excuseront s'il y a des boulettes. Il y a toujours plus pointu. Il y a toujours plus pointu. Pas non plus, Mais après, on a fait exactement comme Verne, à savoir on a poussé un peu plus loin l'application scientifique pour élaborer quelque chose qui n'existe pas encore à l'époque. On a essayé de. J'ai vraiment l'impression que c'est le processus qu'on a suivi, quoi. C'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment ce que Verne faisait dans Tesla, une grande partie de ses romans. Et donc hommage à Verne, effectivement. Mais alors, revenons sur certaines figures, les figures qui sont impliquées. On a un peu parlé de Julie Servadac, on y reviendra peut-être, mais parlons un petit peu d'André Laurie. Enfin, je préfère l'appeler André Laurie. C'est comme ça qu'il est arrivé dans le projet, comme tu peux l'imaginer. Donc André Laurie, dans son vrai nom, Pascal Grousset. Alors c'est le dernier qu'on a choisi en fait, parce qu'il était assez clair très tôt que, bon, évidemment, Jules Verne embarquerait, que Nadar embarquerait également. André Laurie, il est venu beaucoup plus tard en discutant, on ne savait pas trop qui serait le quatrième larron. Et puis un jour, l'éditeur me dit, tu as déjà entendu parler d'André Laurie, il a écrit 2 des romans de Jules Verne, donc c'est vrai. Et donc Pascal Grousset était très jeune à l'époque, et donc juste après, pour faire très rapidement son histoire, juste après Célestère, il participe à la Commune de Paris, il devient ministre des Affaires étrangères pour la Commune de Paris, il est exilé en Nouvelle-Calédonie, donc il s'échappe avec Rochefort, il se réfugie à Londres, et de Londres, il envoie des romans d'aventure à Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, qui dit c'est pas mal, il lui demande de réécrire ça un peu plus vernien, et on ne sait pas exactement quelle a été la part de réécriture à ce moment-là. Et ensuite il les donne à Verne, et Verne se les approprie et en publie 2. Donc 2 des romans de Verne n'ont pas été écrits, en tout cas la première version par Verne, et là encore on ne sait pas exactement, à part dans la correspondance entre Hetzel et Laurie, quelle est la part de réécriture qu'a fait Verne. Et ces 2 romans, c'est Les 500 millions de la Bégomme, qui est un très très bon roman, le roman utopique de Verne, et L'épave du Cynthia. Et on en trouve un 3e qui co-signe plus tard, c'est-à-dire qu'à un moment, Pascal Grousset est réhabilité, il devient député de Paris, et il rencontre Verne pour de bon cette fois-là, et il co-signe un qui doit être l'Étoile du Sud, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il finit sa vie comme député de Paris en proposant des projets complètement fous. À l'arrivée de l'électricité, donc encore une utopie, il disait il faut ouvrir les musées toute la nuit, maintenant qu'on a l'électricité, pour que tout le monde puisse y aller, que ça coûte pas cher, très social. Comme ça. Et dernière anecdote, dans l'exposition de 1900, il avait proposé qu'on creuse, on est dans un roman de Jules Verne, il avait proposé qu'on creuse, je pense, sous la Tour Eiffel. Donc 100 mètres, on fait une galerie d'exposition, 100 mètres, on fait une galerie d'exposition, et on creuse jusqu'à ce qu'on puisse plus creuser. Et à l'époque, on ne savait pas si la température allait augmenter indéfiniment ou pas en creusant. Donc il mettait un objectif scientifique dans sa proposition. Ça n'a pas été voté. Scientifique et culturel. Et alors, effectivement, donc, sous le nom de Philippe Darril, dans
dans Un an dans les airs, c'est celui qui s'occupe en fait de réunir tous les différents papiers qui sont présentés et qui les organise de manière à rendre une histoire cohérente. C'est lui l'éditeur, c'est moi l'éditeur qui rassemble les illustrations de Nadar, les textes des trois autres et qui écrit son propre texte à ce moment-là. Donc le texte écrit par Daryl est en fait écrit 40 ans après, ce qui lui permet précisément d'illustrer ce qui s'est passé avec toutes les œuvres de Jules Verne. Sans ça, c'était pas possible évidemment. Et donc voilà, c'est lui qui fait ça. Alors, on attend que Verne meure. Nadar est encore vivant, mais il est très vieux. Et Julie meurt, vous verrez bien comment. Donc on a un rôle, une écriture en fait à deux niveaux, deux niveaux temporels. Ouais. C'était indispensable vu à partir du moment où on publiait les journaux écrits à cette époque-là de Verne, donc il ne sait pas encore qu'il va inventer Robur, enfin qu'il va mettre Robur dans un roman, il ne sait pas encore tout un tas de choses de ce qu'il va écrire. Et donc si on voulait éclairer ça, il fallait nécessairement qu'un des auteurs écrive après la mort de Verne essentiellement. Et alors, il ne faudrait pas donner une impression fausse sur cette œuvre non plus, il y a une véritable histoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de présenter des tableaux magnifiques de cités volantes, il s'agit aussi pour les différents personnages finalement d'essayer de s'intégrer à Célestère d'une manière ou d'une autre, voire pour certains de poursuivre des buts plus dangereux, plus occultes. Et donc il y a des découvertes, des révélations au-delà du simple tourisme. Ce n'est pas du tourisme dans Célestère. C'est en fait cette année dans les airs, c'est aussi, on peut le dire, une année cruciale pour la cité elle-même. Oui, il y a une grande part romanesque. Il y a un début, un abordage, il y a une chute, au sens propre comme au sens figuré. Et il y a des péripéties tout au long du roman où on se rencontre, on se croise, chacun a sa petite histoire, mais on se croise, il y a une aventure électorale, il se passe pas mal de choses. On se ment beaucoup. Heureusement que Laurie est là pour rétablir la vérité. Au moins des semblants de vérité 40 ans plus tard. Et même lui ne capte pas forcément tout, je crois. Non, il y a des choses qu'il ne sait pas. Ah bon? Oui. Avec le recul, Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre Verne et moi. Non, c'est vrai. Mais avec le recul, le personnage de Raphaël permet quand même de faire le lien entre nos textes en fait, et le lien avec toutes les œuvres de Jules Verne, de replacer tous les personnages fictifs dont nous on s'est tous les personnages de Jules Verne dont nous on s'est inspiré pour créer nos propres personnages fictifs. C'est ça qui est sacré boulot quand même, Captain. Oui, je me suis évidemment pas mal documenté sur Jules Verne. Et à part Jules Verne, est-ce qu'il y a eu des influences en termes littéraires ou en termes d'imagerie, au-delà des objets techniques? Est-ce que vous avez vraiment, parce que vous avez visiblement, on le voit dans votre documentation qui est mise à la fin, le fait qu'on puisse retrouver telle et telle influence de Célestère dans les romans de Jules Verne, c'est fait de façon très sérieuse. Mais du coup, y a-t-il d'autres modèles, des dialogues? Oui. Graphiquement, oui. Clairement, il y a Robida, qui est un très grand illustrateur français de la fin du 19e, début 20e, et qui fait partie des grands illustrateurs, parce qu'il fait partie des illustrateurs qui ont illustré leur propre histoire. Et ça, c'est assez moins courant. Et dans ses propres histoires, il a fait la guerre au XXe siècle. Donc il a fait une anticipation, c'est du Verne. Ça qui est génial, c'est que c'est du Verne, sauf que c'est pas du Verne. Et souvent, ce que l'on en a comme image, ce sont les images que l'on a aujourd'hui de la science-fiction à la Jules Verne. Mais en fait, c'est la vision de Robida qu'il avait à l'époque, lui, de l'anticipation, qui n'est pas forcément celle de Jules Verne d'ailleurs. Mais donc sur des structures qui sont à la fois semi-volantes, semi-vapeur, voile. Oui, les images de dirigeables. Il y a de tout, toutes les mécaniques, toutes les folies. Et avec des textes en plus pertinents. C'est-à-dire qu'il était très critique et vraiment drôle. Enfin, voilà. Et c'est quelqu'un qui a aussi travaillé énormément sur l'histoire de France, qui a illustré énormément de choses en histoire de France avant que l'on ne fasse du livre photo. Donc il a dessiné toute la France. Et au niveau des textes, il y a... Bon, déjà Jules Verne, ça fait beaucoup comme source d'inspiration, mais il y a évidemment en plus Nadar, parce que tu as lu les correspondances, et je me souviens très bien que
quand je te relisais, je te reprenais sur certains mots, je disais non, ce mot n'existe pas, tu me disais si, Nadar l'a écrit là, même si ça n'existe pas aujourd'hui, ça existait au moins dans la... Donc il y a évidemment Nadar et évidemment Laurie qui imprègne l'ensemble. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un peu fouillé du côté des utopies sociales du 19e siècle. Et pour comprendre quelles pourraient être les motivations, on va dire, politiques de Julie Servadac, qui sont complexes, qui sont humanistes, mais ça ne se constate pas au premier regard, puisque son humanisme consiste quand même à tenter de mettre à bas l'utopie sociale. Donc voilà, donc, il fallait que je trouve une architecture à son raisonnement. Oui, mais finalement, cette utopie sociale, est-ce qu'elle a un modèle, celle-là, par exemple? Est-ce que vous êtes inspiré de choses, évidemment, vous êtes inspiré un peu justement de Franceville, de Stadt, c'était quoi? C'était Stahlstadt, voilà, avant les deux villes rivales, mais finalement, la logique qui est la vôtre pour Célestère, c'est une logique d'agrégat, et je réagis à ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'on a un foisonnement dans l'invention et dans la masse de choses qui se produit, qui est quand même plus effectivement post-Verne que Verne. C'est-à-dire que Verne, c'est quand même quelqu'un qui présente une chose à la fois, éventuellement avec un entourage qui est développé par rapport à ça, mais il y a une idée majeure qui est développée pour elle-même de façon approfondie. Alors qu'effectivement, les gens qui ensuite, comme Robida, font un peu dans une surenchère par rapport à ça, font un foisonnement d'inventions d'un coup. Et finalement, vous êtes, tout en étant dans l'hommage, vous avez concentré voilà, un foisonnement d'inventions d'un coup. De ce point de vue-là, comment tenir l'équilibre? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envisagées que vous n'avez pas retenues parce qu'il y avait un moment où ça débordait? Est-ce que vous avez vraiment réussi à tout mettre? Oui, sur le fait d'être très haut dans les airs, et par rapport à la température. On a eu des gros soucis, on en a pas mal discuté. C'est vrai qu'on a eu froid. La logique, c'est la logique de la vision. Célestère est un objet qui doit être invisible pour les gens au sol. C'est une utopie volante qui se développe et qui est censée, par son autosuffisance, faire fi de toute la planète. Et ça demanderait, vu la taille de Célestère, d'être à plusieurs dizaines de kilomètres du sol. Et c'est vrai que ça nous posait beaucoup de problèmes techniques et technologiques de mettre tout le monde par moins 30 degrés dans la stratosphère. Donc il y a eu des réadaptations quand même. On a beaucoup discuté pour rabaisser cette hauteur-là et avoir quelque chose de plus rationnel. On a inventé une machine à nuages. Voilà, et comment la camoufler? On a mis tout le monde à 0 degré. Pardon. Non, vas-y. On a mis tout le monde à 0 degré finalement au lieu de moins 30, et puis on a inventé la machine à nuages, enfin inventé, on a innové la machine à nuages, quoi. Parce qu'il devait, malgré tout, il y a des cultures sur Célestère, donc il y a toute une organisation pour pouvoir être autosuffisant, donc fatalement ça ne pouvait pas se passer à moins 30 degrés. Mais pour rebondir sur ta question, on a abandonné une ou deux choses comme l'altitude, mais pas tant que ça, je pense. Pour moi, on est plus parti faire l'expérience nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au début, on avait des listes, mais on n'avait pas une liste très exhaustive de tout ce qu'on voulait mettre, précise. Pour moi, on est parti un peu, puis on a mis ce qu'on avait envie au fur et à mesure, et puis bon, sauf si ça faisait un clash vraiment, je crois d'ailleurs, il n'est pas arrivé. On a même mis un lustre. Hein. Oui, non, mais le lustre, c'était pour faire joli, je trouvais que ça manquait d'esthétique, mais on a longuement discuté sur le chauffage des serres, les doubles vitrages, de l'eau à travers les doubles vitrages, est-ce que le soleil allait fonctionner dans ce... Enfin, bon, bref, ça a été un long moment de Mais Nadar me rappelait que finalement, s'il y a un truc qu'on a enlevé, c'est l'éléphant. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas d'éléphant. Ah, mais c'est moins la merveille scientifique, encore une fois. Il y a quand même un zoologue là-haut qui fait des expériences sur la... Oui, mais à la place, on a mis des papillons. C'était bien aussi. Ça prend moins de place, effectivement, et c'est moins loin. Bien. Et alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce que, le projet du livre en lui-même, de ce beau livre en lui-même, bon, il fait suite à d'autres ouvrages qui avaient déjà rencontré un certain succès, qui étaient déjà des résultats aboutis, donc vous saviez un peu où vous alliez, mais
Est-ce que dans la création de ce livre, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir innové justement par rapport à ça, des choses, tracer une voie un peu nouvelle en proposant justement donc une sorte de mix entre donc un récit romanesque à plusieurs voix et en dialogue et qui s'inspire et qui inspire des illustrations proposées ici par Nicolas Fructus. Est-ce que vous avez le sentiment de faire quelque chose de nouveau ici en termes de création? Oui. Oui, en toute modestie. C'est une question un peu fermée, effectivement. Ouais. Oui, il y a énormément de tentatives de ce genre, hein, bien sûr. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup où tous les aspects sont poussés aussi loin, ce qui n'est pas forcément une qualité, hein, mais ça, le volume de texte, c'est le volume de texte d'un roman typique. Souvent, les livres illustrés ont moins de texte, pas tous. Hein. Et pareil pour les illustrations, il y a 80 illustrations, quelque chose comme ça. Ouais, même plus. Ouais. Enfin, si tu comptes les photos, ça fait plus. Ouais. Ça fait une bonne centaine. Ouais. Donc, c'est pareil, quand on prend une BD, il y a plein d'illustrations, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, je pense qu'on on a essayé de pousser les choses assez loin. Et tu disais ce qu'on avait l'impression d'innover. Moi, par rapport sur les 3 que j'ai dirigés, sur celui-là, j'ai l'impression d'avoir abouti en fait. C'est-à-dire d'avoir réussi à conjuguer les talents de 3 auteurs plus moi et d'un illustrateur et d'avoir intimement lié ça le plus possible. Donc à date, ça restait assez séparé, les récits restaient assez séparés, très peu connectés. Là, c'est vraiment tout est inscrit, quoi, vraiment. Très enchevêtré, je veux dire. Mais c'était très bien parti, outre le fait que Nadar nous a poussé directement. La correspondance qu'on a eue ensemble en tant qu'écrivain pour mener le récit en tresse jusqu'à son terme a été assez exaltant, puisqu'on a assumé nos rôles par lettre, au point qu'il y avait de grands moments gênants. Notamment Daryl qui venait de voir la première photo, la photo de Julie nue, et qui m'envoie un mail où il m'embrasse sur le sein gauche. J'avais pas vu la photo, donc je n'avais pas compris du tout. Je lui réponds d'un ton sec que je suis qu'il est le seul avec qui je n'ai pas couché, et que par conséquent il ne se permet pas ce genre de familiarité. Et on était totalement dans le roman, en fait. Je lui réponds que tout le monde a vu sa photo. Voilà. Mais on a vraiment joué cette écriture, je trouve, et ce dessin. Et je crois que c'est ça qui a fait le levain de ce gâteau, quelque part. Il faut qu'on sorte un bêtisier ou quelque chose comme ça. Raphaël, si tu veux ajouter quelque chose? Non. Alors, du coup, j'imagine que c'est un type d'expérience que vous auriez envie de renouveler ou d'une manière ou d'une autre, dans un roman, pour une bande dessinée. Avec Verne, peut-être pas. Parce que là, non, pas sur Verne, mais oui, comme manière de travailler. Comme manière de travailler, ça serait avec plaisir, évidemment. Ah oui, moi aussi, oui. Quand vous voulez. Voilà. Non, moi je change les auteurs à chaque... Non mais c'était pas une demande, hein. On peut se passer de toi, Loulou. Il a dit qu'on voulait. Ils sont assez drôles de ce point de vue-là. Alors, j'aime bien faire intervenir le public, est-ce que ça vous va? Non. Bien sûr. Alors je propose donc donc il y a déjà une question, effectivement. Voilà, on amène le micro, une deuxième ici. Si. Moi, ma question, elle va être assez terre à terre. C'est pour la démarche de publication. Comment est-ce que vous avez vendu en fait le projet aux maisons d'édition? Enfin, pas que celui-là, tous les projets que vous avez faits. Enfin, ce genre de livre, comment ça se passe? C'est une bonne question. Ça peut se passer autrement, mais pour les 3 que j'ai dirigés, ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui a l'idée de départ et qui lance le projet. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'éditeurs accepteraient des projets comme ça fournis. Là, ça vient vraiment de la volonté d'un éditeur précis d'ouvrir ce champ de livres, de faire un premier essai avec Abîme, voir si ça marche.
un deuxième essai avec Kadat qui a très très bien marché, puis après de décliner ce type d'ouvrage dans une collection qui compte pas mal de titres maintenant, et qui a à chaque fois comme ça une composante graphique, une composante textuelle. Là, en l'occurrence, en plus, c'est l'idée de base, c'est l'éditeur qui la donne. C'est un projet qu'il initie lui-même parce que c'est un fan de Jules Verne. Et puis Raphaël est venu nous chercher un par un en nous demandant si ça nous intéressait. Voilà. Mais vraiment, comme tu dis, le scénario de base était vraiment dans la tête de l'éditeur. Après, on a discuté tous les deux, on l'a modifié dans certaines limites, mais vraiment, on n'est pas parti, on n'a rien fait sans avoir signé de contrat ou presque. C'est lui le capitaine Nemo de toute l'histoire, ça on l'a... En fait, le roman, non. Frédéric nous a dit, voilà, je veux que ça se passe dans les airs. Et il y aura tel type d'organisation, et après on a raconté l'histoire qu'on voulait. Ah oui, bien sûr. Oui. Elle est née entre 2 verres de vin et 4 frites. Oui, lui il nous a donné le concept général, l'idée de base, et après nous on a brodé. Oui. Voilà. Bien. Donc une autre question ici, il y avait une question devant aussi, mais voilà. D'abord, monsieur. Est-ce que dans la réécriture de l'histoire, est-ce que Daryl a manipulé un peu l'histoire? Est-ce que Daryl a manipulé l'histoire? S'il l'a manipulé, il ne vous le dira pas. Manipulé, c'est-à-dire réécrit? Vous voulez dire réécrit? Tout à fait. Oui, d'accord. Non, j'ai pas réécrit leur texte, enfin, on est d'accord. J'ai corrigé quelques bricoles, mais vraiment des bricoles. Et j'ai rajouté ma propre histoire dessus. Mais non, je pense pas qu'on puisse dire qu'il ait manipulé l'histoire. Alors ça, il faudrait un éditeur supplémentaire, parce qu'effectivement, il y a toujours cette possibilité d'un éditeur un peu traître, c'est-à-dire quelqu'un qui va réinterpréter. Bon, là, je crois, en tant que lecteur, qu'effectivement, on sent une sincérité importante du côté qui correspond au personnage d'André Laurie, qui est quand même quelqu'un d'assez... Il y a aussi une vraie tendresse pour les personnages, donc il va adoucir leur mobile, il va... oui, il leur cherche éventuellement des excuses. Voilà, il va leur chercher des excuses, mais il ne va pas manipuler l'information. Non, il la corrige quand même. Dans le cas de Nadar, qui est une grande gueule, qui a tendance à l'exagération, il a effectivement tendance à... Voilà, tu t'emballes mon garçon. Il a tendance à atténuer un peu les emballements de Nadar. Quoi, Mais en tout cas, effectivement, pas de manipulation, de déformation, absolument au contraire, c'est plus de justesse. Disons que le commentaire est très souvent indulgent. Voilà. C'est vrai qu'il y a un bon ton dans les commentaires, c'est vrai que c'est vraiment les commentaires de Daryl qui font le lien entre nos histoires et qui donnent qui fait le ciment, et puis c'est vrai qu'il y a un petit ton spécial qui rend bien. Merci. Et ça commence en douceur, c'est-à-dire que finalement au début on a l'impression qu'on ne pourrait pas s'en passer et on se rend compte très progressivement que c'est indispensable. Ça c'est fait exprès. Je m'en doute bien. Monsieur. Oui, donc en préambule, je suis très heureux de rencontrer Daryl, puisqu'en fait je suis biographe de Daryl. Et donc, je vous ai lu. Et donc j'ai beaucoup aimé votre travail, votre travail est extrêmement intéressant. Et en particulier, je trouve que ça a été une idée de génie, justement, de choisir Daryl Laurie pour apporter ce regard distancié sur l'œuvre de Jules Verne, parce que il a un rapport très particulier avec Jules Verne, à la fois il s'est senti spolié que 2 de ses écrits étaient signés Jules Verne, mais en même temps il vouait une très très grande admiration pour Verne, et donc à la mort de Jules Verne, il a écrit un texte absolument magnifique sur Verne. Donc c'est une relation très très complexe, et donc je pense que vous avez vraiment eu la bonne idée de choisir Daryl en tant que narrateur. Donc j'ai compris que ça est arrivé assez tardivement, cette idée-là. Donc bon, par rapport en tant que biographe, vous êtes saisi à la fois de vide de la biographie de Daryl, et puis aussi vous avez fait des entorses. Voilà, donc et ça aussi c'est évidemment très très plaisant. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre travail, c'est que finalement, Les Voyages extraordinaires de Jules Verne, c'est une œuvre extrêmement complexe. Extrêmement complexe d'abord parce qu'elle s'étale sur une très longue période, donc il y a des évolutions, ça veut dire que le regard de Jules Verne sur le monde a évolué, donc notamment, on a souvent évoqué son évolution de l'optimisme au pessimisme, alors qui se discute, parce qu'en fait il y a un roman qui n'a pas été publié par Hetzel, mais donc le fameux Paris au XXe siècle,
qui est une œuvre du début plutôt, et qui est très pessimiste. Mais donc, grâce à votre album, en fait, on arrive à entrer dans un univers complexe. Et en plus, vous avez cette démarche pédagogique d'amener à la fin quelques clés de compréhension, dire on s'est beaucoup servi de ça, pas un petit peu de ça, pas du tout de ça. Alors la question que je me pose, c'est si effectivement un album de ce type-là aide à accéder à l'œuvre de Jules Verne. Parce que c'est une vraie question. L'œuvre de Jules Verne, est-ce qu'elle est lue, pas lue, peu lue? Est-ce que c'est toujours les mêmes romans qui sont lus? Et puis il y a aussi la question des illustrations. Et je pense que le fait de redessiner, de revisiter les illustrations, d'en faire d'autres, de nouvelles, on sait bien à quel point les illustrations finalement guident une lecture. Et donc peut-être qu'on a besoin de renouveler aussi l'appareil d'illustration pour mieux accéder à des textes. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ça, sur cette question de l'illustration, comment vous permettez de renouveler la lecture. Ouais, oui, enfin moi c'était un de mes vœux pieux que l'album illustre l'œuvre de Jules Verne j'ai essayé dans une certaine mesure qu'on puisse lire l'album sans avoir lu Jules Verne et qu'on ait envie de lire Jules Verne derrière, et Laurie d'ailleurs, et vice versa, c'est-à-dire que si on a déjà lu beaucoup de Jules Verne, par exemple les principaux, les plus connus, on a quelques clés pour aller en chercher d'autres, des choses comme ça. Donc dans ce sens-là, oui, on n'a peut-être pas réussi, mais j'avais vraiment dans l'idée que le livre puisse donner envie d'accéder à Verne et à des zones verniennes peu connues et lauriennes peu connues aussi, évidemment. Et pour les illustrations, je pense que tu es d'accord. Hein. Oui, et puis, mais votre remarque est plutôt très pertinente. Mais le principe des illustrations, il y avait deux axes pour le livre. C'était soit, de toute façon, l'un des problèmes, c'est qu'il en faut beaucoup dans ces cas-là. Pour raconter une histoire comme ça, il en faut beaucoup. Donc ça, déjà, aujourd'hui, c'est un problème. L'autre chose, c'était de savoir s'il fallait repartir. S'il fallait que je reparte plutôt dans ce qui avait été fait chez Hetzel et dans l'illustration traditionnelle de Verne, avec un principe de très gravure, et d'avancer comme ça. Je trouve que c'était pas forcément pertinent. Enfin, moi, c'est pas ma tasse de thé d'aller essayer de pasticher ce qui a déjà été très bien fait il y a 130 ans maintenant. Donc c'était plutôt, c'est un autre pari. Après, est-ce qu'il est gagné, est-ce qu'il n'est pas gagné, j'en sais rien. Et puis je laisse, c'est aux gens d'être juges de ça, c'est pas à moi. Mais c'était plutôt d'essayer d'avoir 3-4 approches graphiques différentes sur un même sujet. Car ce qui était intéressant, c'est qu'on a une cité à l'intérieur de laquelle des visuels sont faits qui doivent décrire cette cité, soit par des photographies, soit par des esquisses, soit par des illustrations, de l'illustration traditionnelle, soit des choses plus numériques, et pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est plus une volonté au travers de ces techniques-là pour amener d'autres pistes de réflexion, effectivement, c'est ce que vous disiez. Après, est-ce que c'est reçu? J'en sais rien. Enfin, moi je le sens profondément, en tout cas, j'ai pas envie de continuer à faire de l'illustration acrylique juste pour faire de l'illustration Jules Verne. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, ça me nourrit pas. Et ça n'en serait pas par ailleurs pas beau, hein. C'est pas le problème, mais moi ça m'aurait rien apporté sur un projet comme ça. Et je trouve que l'idée d'essayer de faire ces différents parcours graphiques était aussi une forme d'utopie, au même titre que la cité est une utopie. Voilà. Après, Paris gagne ou pas, j'en sais rien. Alors, pour terminer, il nous reste 2 minutes, j'aimerais vous poser une question à chacun, enfin la même question à chacun, qui est que vous avez certainement, si vous ne l'avez pas fait, ne le dites pas, mais vous avez très certainement relu beaucoup de romans de Verne au moment où vous avez abordé ce travail. Et parmi ceux-là, lequel des ouvrages de Verne vous a le plus marqué, le plus influencé, puisque c'est un hommage, quel est, disons, le point focal de votre amour pour Verne? Alors, Raphaël, lequel? Le premier, je sèche. Alors moi c'est pour Célestère, c'est vraiment les 500 millions de la Bégomme, mais comme la première version écrite par Laurie, je vais avoir le droit à une deuxième réponse.
Et de Verne, purement de Verne, c'est Lila et Lys. Donc c'est les deux dans lesquels on a... Lila et Lys, oui, ouais, dans lesquels on parle vraiment d'utopie et de... Voilà, donc pour moi c'est ces deux-là. Alors Raphaël, je sais, je te J'aurais eu tendance à répondre les 500 millions de l'abbé Gomme aussi, mais comme c'est pas de Verne, effectivement c'est problématique. c'est un peu de Verne. Ouais, un petit peu. Mais je sais pas, Robur le Conquérant quand même. Qui a beaucoup... ouais. Moi je dirais Robur le Conquérant, sincèrement. Moi, c'est pas original du tout. Mon grand Verne, celui qui m'a accompagné toute la vie, c'est l'île mystérieuse. D'ailleurs, j'ai très très tranquillement pompé le début de l'île mystérieuse pour commencer mon texte. C'est faux, c'est Jules Verne qui a pompé sur toi. Oui, en plus, après, Verne a pompé sur moi, Sagouin. Je l'ai relu je ne sais pas combien de fois, ce livre-là. C'est un de mes romans de formation et c'est peut-être un de ceux qui m'ont fait basculer définitivement dans la science-fiction. Après, pour le texte, j'ai lu des Vernes que je ne connaissais pas, comme en Magellani ou Les Aventures de Maître Antiphère, et ça a été un vrai plaisir. Mais celui qui m'a fait redémarrer le texte, c'est l'île mystérieuse. Moi j'en ai pas lu tant que ça en fait, mais finalement ça va être assez différent. Moi c'est le Tour du monde en 80 jours. Parce qu'il y a, dans le Tour du monde, il y a un défi technique qui se transforme en justement tout le livre et tout sur ce défi technique. Et c'est ce que je trouve passionnant, c'est une vraie notion de découverte en laissant de côté finalement quelque chose qui pourrait être écrit ou qui pourrait être mis en situation à n'importe quelle époque. Voilà. C'est plus l'histoire d'un parcours et c'est en fonction de ce parcours-là la façon dont les gens vont vivre quelque chose. Voilà. Bien, vous m'avez donné la meilleure manière de conclure, je crois. Donc 1 an dans les airs pour retrouver le Tour du monde en 80 jours, l'île mystérieuse, Lila et Lys, les 500 millions de l'abbé Gomme et Robur le Conquérant. Voilà, c'est là que vous pourrez retrouver toutes ces influences et toutes ces affections. Voilà, je vous remercie le public. Merci. Merci à toi. Bonne journée.